La question qui m'a été posée, c'est faut-il calibrer à l'âge le seuil de débit de filtration glomérulaire pour le donneur vivant du rein? Et pour répondre à cette question, il faut peut-être se poser deux petites questions. Est-ce que l'âge influence le débit de filtration glomérulaire? Et la deuxième question, est-ce que le débit de filtration glomérulaire avant le don impacte-t-il l'évolution de la fonction rénale du donneur? Et pour cela, peut-être qu'il faudrait commencer par le début et voir un petit peu quel est le meilleur moyen pour évaluer le débit de filtration glomérulaire chez le donneur. Alors, cette revue de la littérature, un petit peu vu les différents marqueurs qui sont intéressants pour évaluer le débit de filtration glomérulaire, et celui qui vient en tête, c'est la clairance urinaire de l'iotamate, qui est très précis avec une forte évidence de prise en charge. Après, il y a d'autres marqueurs. Il y a la clairance urinaire et plasmatique de l'EDTA, marquée au chrome 51. Il y a la clairance urinaire du DTPA et aussi il y a l'ioxol et la clairance plasmatique de l'uninine qui est suffisamment précise, mais qui garde quand même quelques limites. Pour ce qui est de la clairance, la créatinine, elle est malheureusement non précise. Elle est surestimée lorsque le débit de filtration il est bas. C'est pour cela que si on est amené à estimer le débit de filtration glomérulaire par la créatinine, peut-être qu'il est plus intéressant d'associer la créatinine et la cystatine, qui lorsqu'on les associe tous les deux, l'estimation elle est plus précise par rapport à lorsqu'on fait une estimation avec une créatinine tout seul ou une cystatine tout seul. Donc, ce serait intéressant d'associer les deux pour avoir une meilleure estimation du débit de filtration glomérulaire. Bien sûr, les recommandations CADIGO, les dernières sur les donneurs vivants, ils insistent sur tous les marqueurs qu'on a vus. Donc, les marqueurs exogènes viennent en tête. L'estimation, par contre, là, ils reprennent l'estimation du débit de filtration. Ils proposent d'associer la cystatine à la créatinine pour avoir une meilleure évaluation. Et ce qu'il propose aussi, c'est lorsque vous avez une anomalie. Est-ce que je peux avoir le pointeur, s'il vous plaît? Si jamais on a une anomalie, soit parenchymateuse, vasculaire ou urologique, il propose qu'on ait une évaluation radioisotopique pour un petit peu mieux évaluer ce débit de filtration glomérulaire. Maintenant, est-ce que le fait de donner, est-ce qu'il y a un risque chez le patient qui donne le rein après le don? Alors, avant, on disait que le fait de donner son rein, si on compare un petit peu les donneurs par rapport à la population générale, les donneurs, ils ont une meilleure survie par rapport à la population générale. Même chose pour le risque d'avoir une insuffisance rénale chronique, les donneurs, ils ont un risque de 180 cas par million par personne par an par rapport à 268 000 par million par personne. Donc, ils ont un risque moindre par rapport à la population générale. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a comparé des groupes de donneurs par rapport à la population générale où on a inclus les patients, toutes causes, toutes profils confondus. Donc, ils pouvaient avoir un DFG bas, ils pouvaient être obèses, ils pouvaient être diabétiques, hypertendus. Donc, ce n'était pas vraiment la population, la cohorte qu'il faut, le groupe contrôle qu'il faut absolument comparer. Par contre, en 2014, la première étude norvégienne qui a pris 2260 donneurs vivants qui ont comparé à un groupe contrôle qui étaient candidats même à donner des reins si jamais ils étaient, invités à donner. Donc c'était une comparaison d'un groupe de 2260 patients qui ont donné. Ils ont comparé les 74 000 donneurs potentiels chez qui ils ont exclu l'âge, les patients trop âgés, un BMI trop élevé, qui n'étaient pas hypertendus, qui n'étaient pas diabétiques. Et ce qu'ils ont vu, c'est que les patients qui ont donné leur rein, ils ont une surmortalité plus importante par rapport au groupe contrôle
qui était de 30% de surrisque. Et ce surrisque augmente à 40% sur le plan mortalité cardiovasculaire. Et vous voyez ici que le risque d'avoir une insuffisance rénale chronique terminale est 11 fois plus chez les donneurs par rapport au groupe contrôle. Une même étude un petit peu comparable, mais là on avait évalué plutôt le risque d'avoir une insuffisance rénale chronique terminale à 15 ans après le don. Les donneurs, ils ont un risque 10 fois plus d'avoir une insuffisance rénale chronique terminale après 15 ans du don par rapport à un groupe contrôle. Et aussi, ce que rapporte cette étude, c'est qu'il y a un profil de patients qui étaient plus de risque de développer une insuffisance rénale chronique terminale, notamment les patients de race noire. Ils étaient 3 fois plus amenés à avoir une insuffisance rénale chronique terminale. Aussi, les patients de race hispanique aussi, ils ont un surrisque. Cette même étude a rapporté que les patients de race noire et de sexe masculin, ils étaient en tête de ligne d'avoir une insuffisance rénale chronique terminale après 15 ans. Aussi, cette même étude un petit peu comparé les patients donneurs vivants apparentés par rapport aux non apparentés. Les apparentés, ils ont un risque plus élevé d'avoir une insuffisance rénale chronique terminale, peut-être parce que ce lien de parenté fait que sûrement ils avaient une maladie héréditaire associée. C'est pour cela qu'ils ont développé cette insuffisance rénale chronique terminale. Cette même étude, lorsqu'elle a essayé de comparer les donneurs vivants par rapport aux donneurs qui étaient sains, versus les individus qui n'étaient pas screenés, les individus qui n'étaient pas screenés, ils ont un surrisque, tout simplement, comme on a dit au début. Ces patients-là, ils ont sûrement des comorbidités qui prédisposent au risque d'insuffisance rénale chronique terminale. Aussi, j'insiste sur le fait qu'un donneur obèse, il a un surrisque très élevé de développer un problème rénal après le don. Regardez cette étude-là qui inclut quand même 120 000 donneurs vivants qui avaient un BMI plus de 30. Le surrisque est 3 fois plus lorsqu'on a un BMI important par rapport à un patient qui a un BMI moins de 25. Et ces patients-là, lorsqu'ils avaient un BMI plus de 27, chaque augmentation d'une unité de BMI donnerait un risque de 7% de plus de développer une insuffisance rénale chronique terminale après 20 ans de don. Donc, si on résume ce qu'on a vu, c'est que le risque existe. Même on peut avoir des patients qui peuvent passer en dialyse ou bien être transplantés après. Et que ce risque dépend des caractéristiques démographiques de son état de santé. Donc, on a vu que les patients de race noire, le sexe masculin, l'obèse, le tabagique, ainsi de suite, ont plus de risques de développer un problème rénal après, et qu'il faut absolument évaluer ce débit de filtration glomérulaire qui est une étape très importante. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, voyons un petit peu le patient donneur âgé, est-ce que son greffon a une meilleure survie par rapport aux autres? Donc, vous l'avez imaginé qu'un donneur âgé, bien sûr, fait moins bon, son greffon fait moins bon là ils sont en rouge, là, les donneurs âgés, par rapport aux pointillés là en vert. Les jeunes, ils ont une meilleure survie, leurs greffons, ils ont une meilleure survie par rapport aux donneurs âgés. Mais il faut, cette étude, ce qu'elle rapporte, c'est qu'en fait, si on compare un donneur âgé, son greffon est beaucoup mieux qu'un donneur cadavérique ici en bleu. La même chose, si on compare un petit peu donneur vivant, donneur cadavérique, un donneur vivant plus de 70 ans a la même survie qu'un donneur cadavérique à 55 ans. Donc c'est peut-être plus intéressant d'avoir un donneur vivant, même s'il est âgé, par rapport à un donneur cadavérique. Maintenant, quel est le seuil, l'âge limite à partir duquel on a un surrisque d'avoir un greffon qui aura des problèmes après? Cette étude-là, un petit peu, a pris les différentes tranches d'âge. Et c'est à partir de 65 ans, on a un surrisque de développer, d'avoir un greffon de mauvaise qualité, quel que soit le receveur.
Maintenant, la question qu'il faut se poser peut-être, c'est que est-ce qu'un patient âgé avec un débit de filtration bas, est-ce que c'est physiologique ou pathologique? Alors, la théorie de Harman, déjà en 1956, était le premier à proposer que les patients âgés, ils ont un stress oxydatif qui est très important, et surtout au niveau mitochondrial. Tout ça va ramener à avoir un déséquilibre entre un stress oxydatif qui apparaît avec l'âge, avec ses différents marqueurs comme l'endothéline, l'angiotensin, ainsi de suite, et une diminution d'une capacité antioxydante qui apparaît avec l'âge. Donc on aura moins d'oxyde nitrique, moins de prostacycline. Tout ça va entraîner des lésions rénales avec l'âge, avec une baisse d'angiogénèse, une athérosclérose, une glomérulosclérose qui fait apparaître une protéinurie. Après, une hypertension et une atteinte vasculaire avec même une hypertrophie cardiaque. Donc avec l'âge, on a pas mal de lésions rénales qui apparaissent de façon physiologique. Et ici, c'est une étude un petit peu qui a vu ce qui se passe chez le rat. Ils ont pris deux types de rats, un très jeune de 2 mois et des rats à 24 mois, c'est-à-dire plus âgés. Et ils ont vu un petit peu au niveau histologique ce qui se passe. Mais ce qui se passe, c'est que les rats un petit peu âgés, ils ont une hypertrophie glomérulaire. Et lorsqu'ils ont vu un petit peu ils ont chiffré un petit peu le nombre de podocytes, il y a moins de podocytes chez les jeunes, chez les rats âgés par rapport aux rats moins jeunes. Et ce qu'ils ont vu un petit peu plus au niveau histologique, il y a un changement de la perméabilité de la membrane basale, il y a les podocytes sont moins susceptibles aux lésions et ils régénèrent moins, il y a moins de réabsorption tubulaire et moins de concentration urinaire. Et ce qui se passe chez l'homme, là c'est une étude qui a un petit peu vu ce qui se passe, c'est-à-dire les patients âgés, ils ont toutes les lésions que vous connaissez chroniques. Les patients âgés, ils ont un changement macroscopique, ils ont des lésions vasculaires, des lésions glomérulaires, tubulaires et interstitielles. Et même au niveau fonctionnel, ils ont une perfusion rénale qui est basse. Ils ont une baisse du débit de filtration, ils ont une baisse de la fraction de filtration. Toutes les fonctions du tubule sont altérées et au niveau endocrinien, il y a une baisse de la synthèse de la rénine et même de la alpha-hydroxylase. Donc tout ça va amener à avoir des lésions histologiques chez les patients âgés. Et si un petit peu on voit cette étude-là qui a évalué 1200 donneurs du rein vivants, ils ont vu au niveau histologique ce qui se passe. Donc, ils ont pris comme atteinte, c'est la néphrosclérose qu'ils ont défini le fait d'avoir plus de 2 atteintes chroniques. Donc, lorsqu'on a une glomérulosclérose, une atrophie tubulaire, une fibrose tubulaire, une athérosclérose, donc, le fait d'avoir plus de 2 lésions chroniques, il est plus fréquent avec l'âge. À 60 ans, on peut avoir 60% des donneurs, des patients âgés, avec plus de 2 lésions chroniques chez les donneurs vivants. Et aussi, les patients donneurs, avec l'âge, on a plus de glomérulosclérose qui apparaissent. Et bien sûr, qui dit glomérulosclérose, il y a une hypertrophie des glomérules restants. C'est pour cela qu'on aura une augmentation de la densité glomérulaire qui va donner après des petites protéinuries avec l'âge. Donc on a vu ce qui se passe au niveau histologique, mais au niveau macroscopique, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est une étude qui a un petit peu évalué 1280 donneurs vivants. Et ils ont vu qu'ils ont évalué un petit peu le volume rénal, le cortex et la médulaire. Ce qui se passe, c'est qu'avec l'âge, là c'est la barre en noir pour le volume, le poids du rein baisse avec l'âge. Il y a 400 grammes de 0 à 40 ans, il peut passer à 300 grammes à 90 ans. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau médulaire, là, c'est la petite barre là en blanc, plutôt la corticale, elle baisse avec l'âge, et la médulaire là en gris, elle augmente avec l'âge. Donc, en résumé, avec l'âge, on aura un rein plus petit, moins de cortical et plus de médulaire.
Et bien sûr, lorsqu'on a des lésions chroniques, on aura automatiquement une baisse du débit de filtration glomérulaire avec l'âge. Donc ça, c'est une étude qui a un petit peu évolué, moins de 300 donneurs vivants. À partir de 35 ans, on a une début de débit de filtration avec l'âge qui est plus important chez les donneurs de sexe féminin. Et ils ont relevé que 10% des patients donneurs, ils avaient un débit de filtration moins de 60 millilitres par minute. Aussi, les individus âgés, là, ils ont un petit peu évalué 260 individus, plus de 70 ans. 38 à 62% de ces individus-là, ils avaient un débit de filtration moins de 60 millilitres par minute. Maintenant, on a vu que les patients âgés, ils ont des lésions tissulaires, ils ont une anomalie morphologique, ils ont même une baisse du débit de filtration, mais est-ce que cela retentit sur leur survie? Là, cette étude-là a inclus 120 décès avec 8400 patients qui ont été mis en insuffisance rénale chronique terminale. Ils ont vu un petit peu leur mortalité selon le début de filtration glomérulaire et selon l'âge. Les patients âgés là en rose de plus de 75 ans et les patients là en vert entre 18 et 54 ans. Si par exemple on prend un début de filtration 45 ml par minute, les patients âgés, là ici en rose, ils ont une surmortalité, c'est-à-dire un risque d'avoir une mortalité de 1,35 uniquement. Par contre, lorsqu'on est jeune et qu'on a un début de filtration 45 ml par minute, le risque de mortalité il est multiplié par 3,5. Donc les patients jeunes qui ont un problème rénal, ils ont une survie beaucoup moins par rapport à un patient âgé qui a un début de filtration bas. Maintenant, est-ce qu'on peut autoriser un prélèvement d'un donneur âgé avec un débit de filtration glomérulaire limite? Les CADIO, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, lorsqu'on a plus de 90 ml par minute, il n'y a pas de problème. Moins de 60, ça contre-indique. Entre 60 et 90, ils proposent un calculateur. Mais malheureusement, ces recommandations ne font pas intégrer l'âge pour autoriser ou pas le prélèvement d'organes. Par contre, les Anglais, leurs recommandations, ils proposent un seuil selon l'âge du donneur. Vous voyez ici que les très jeunes, ils autorisent 90 ml par minute. Juste après, ils passent à 80. Et les patients de 55 ans, déjà ici, les femmes, ils sont autorisés à être prélevés à 75 ml par minute. À 70 ans, les femmes, ils ont moins de 60 ml par minute et ils sont autorisés à être prélevés. Les hommes jusqu'à 80 ans. Donc eux, ils ont adapté le seuil à partir duquel on peut prélever. Même chose pour les Européens, leurs recommandations autorisent le prélèvement selon l'âge du patient. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Là, c'est une étude française qui inclut 2007 donneurs vivants. Ils ont essayé de voir un petit peu le fait de changer plus de 90, moins de 80, est-ce que ça retentit sur leur survie? Ce qu'ils ont remarqué, c'est que lorsqu'on est plus de 90 ml par minute, la moyenne d'âge des donneurs était de 47 ans pour les femmes, 45 ans pour les hommes. Les donneurs qui avaient un début de filtration entre 80 et 89, la moyenne d'âge était de 54 ans. Et moins de 80, les patients avaient une moyenne d'âge de 59 ans. Donc le seuil de 90 ml par minute de recommandation KDIGO, il est haut par rapport à ce qui est utilisé dans les autres continents. Il est non ajusté à l'âge. Il permet malheureusement une restriction abusive aux patients âgés en bonne santé pour donner un rein. Et un donneur âgé qui a moins de 90 ml par minute n'a pas de surrisque de développer une insuffisance rénale chronique terminale. Donc comment faire pour un petit peu régler ce problème-là? Donc cette belle étude qui a un petit peu comparé 5 millions d'individus qui ont été suivis plus de 15 ans,
par rapport à 53 000 donneurs vivants et un petit peu comparer leur survie. Et si on prend par exemple un patient de 40 ans, le risque d'avoir une insuffisance rénale chronique terminale en absence du don dépend du sexe et de la race. Dès qu'on est un homme et de race noire, le risque est de 0,24% d'avoir une insuffisance rénale chronique terminale à 15 ans. Le fait d'être une femme de race noire baisse, et ainsi de suite. Et ce risque-là augmente lorsqu'on a un début de filtration glomérulaire très bas, lorsqu'on a une albuminurite positive, lorsqu'on est hypertendu, lorsqu'on a dit race noire, un jeune de race noire, lorsqu'on est tabagique, diabétique et obèse. Et cette étude-là nous montre que le risque d'avoir un problème rénal est multiplié par 3,5 à 5,3 lorsqu'on donne le rein après. Donc c'est pour cela que l'auteur, Lévy, il a proposé un outil pour évaluer ces patients très limites. Cet outil-là intègre le sexe, l'âge, est-ce qu'il est hypertendu, est-ce qu'il est diabétique, est-ce qu'il est tabagique. Et après, on a un pourcentage avant le don. Dès que ce pourcentage dépasse 5%, c'est le feu rouge, c'est l'alarme, donc il faut interdire. Ça dépend de la comorbidité. Et pour avoir une idée sur le risque après le don, on multiplie par ce qu'on a vu là, par ce facteur-là, pour avoir un risque précis après le don. Donc maintenant, le risque ça existe, mais ça ne retentit pas sur la survie du patient et même sur le risque d'avoir une insuffisance rénale chronique terminale. Maintenant, si on arrive un petit peu à la question, est-ce qu'il faut calibrer à l'âge du début de filtration du donneur? Oui, je pense, et cette étude-là, cet auteur-là français qui a un petit peu proposé une notion assez intéressante, qui est d'évaluer la réserve rénale rapportée au nombre d'années récentes. C'est quoi ce paramètre-là? En fait, c'est un rapport du début de filtration glomérulaire mesuré. On mesure le début de filtration et on voit combien d'années ce donneur-là lui reste. Si par exemple il a 60 ans, il lui reste 20 ans de survie, on fait notre rapport. En moyenne. Donc bien sûr, les deux paramètres, ils baissent avec l'âge. Et ce qu'ils ont vu, c'est que les patients âgés, leur réserve rénale est plus importante. C'est normal, parce que les patients âgés, ils ont un nombre d'années récentes moindre. Et si on prend le même début de filtration glomérulaire, les patients âgés, ils ont une réserve rénale plus importante par rapport à un patient jeune qui a le même début de filtration glomérulaire. Et cette réserve rénale, si on la évalue selon le début de filtration glomérulaire, elle est la même. Lorsqu'on a moins de 80, lorsqu'on a plus de 90, la réserve rénale elle est 2,8 millilitres par minute. Ceci pour les femmes comme pour les hommes. Et que le niveau de débit de filtration avant le don ne modifie pas la réserve rénale. Et aussi, cette étude-là a un petit peu vu ce qui se passe 5 ans après le don. Alors, lorsqu'on a un débit de filtration glomérulaire plus de 90 millilitres par minute, après 5 ans, le débit de filtration passe à 66 pour les femmes, 70 millilitres par minute pour les hommes. Lorsqu'on avait entre 80 et 89 millilitres par minute, le moyen du débit de filtration après 5 ans passe à 56 pour les femmes, 55 pour les hommes. Et bien sûr, lorsqu'on a un débit de filtration moins de 80, la moyenne du débit de filtration après 5 ans, c'est 49 pour les femmes et 50 pour les hommes. Donc, si on voit un petit peu la baisse du débit de filtration après le don, quel que soit le niveau avant le don, qu'on ait moins de 80, plus de 90, on perd 30% du débit de filtration glomérulaire. Et que le fait
d'avoir un début de filtration glomérulaire moins de 80 ml par minute, le risque d'avoir une insuffisance rénale chronique terminale n'apparaît que 123 ans après le don. Donc le risque il est vraiment faible lorsqu'on est moins de 80 ml par minute pour avoir un risque d'insuffisance rénale chronique terminale. Donc si on résume un petit peu, cette approche-là permet une sélection du début de filtration avant le don, ajustée à l'âge. Elle a atténué les différences entre donneurs âgés et jeunes, et que quel que soit le niveau de début de filtration avant le don, la baisse de la fonction rénale ne dépasse jamais 30%. Quel que soit le niveau de début de filtration, l'âge théorique pour atteindre l'insuffisance rénale chronique terminale pour un donneur est toujours bien au-delà de sa longévité attendue. Et que pour un début de filtration glomérulaire faible, mais calibré à l'âge, chez des candidats en bonne santé, le déclin de fonction rénale après le don est trop lent pour atteindre une insuffisance rénale chronique terminale pendant une vie normale. Donc si on peut conclure, le début de filtration glomérulaire décline avec l'âge après 40 ans, ça on l'a vu. Le fait de prendre un début de filtration glomérulaire indépendant de l'âge est trop libéral pour un donneur jeune qui a 20 ans, et même si on trouve 90 ml par minute, ce n'est pas normal, il faut qu'il y ait plus. Donc ce n'est pas parce qu'on a pris ce seuil-là qu'on peut ne pas passer à côté de problèmes chez ce patient-là. Et qu'il est trop restrictif pour les patients âgés, donc ils ont le droit d'avoir 60 ml par minute lorsqu'on a 65 ans. Il faut absolument calibrer à l'âge le début de filtration glomérulaire vivant, âgé, même avec un début de filtration moins de 80. Et que ces donneurs-là, qu'ils ont moins de 80, ils ont une fonction rénale après le don semblable et proportionnelle aux jeunes avec un début de filtration glomérulaire haut. Et il faut peut-être penser à évaluer cette réserve rénale rapportée au temps de vie restant et qu'on peut calibrer le début de filtration glomérulaire. Je vous ai mis là le tableau de la recommandation anglaise qu'ils ont mis les différents seuils, pourquoi ne pas les utiliser. Bien sûr, j'insiste, tout en évitant ces facteurs de risque. Donc il faut qu'il ait une albuminurie positive, il ne faut pas qu'il soit hypertendu. Il faut faire plus attention chez un patient noir. Pas de tabac, pas de diabète et pas d'obésité. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Qabbaj, pour cette excellente présentation qui traite d'un problème que nous vivons tous les jours dans la sélection, dans la décision, dans la validation des dossiers de pré-greffe. La présentation est maintenant à discuter. Si vous avez des questions dans l'assistance. Oui, Tariq. Micro, s'il vous plaît. Merci, professeur Qabbaj, pour cette présentation excellente. Donc, juste un petit commentaire. Donc, si on doit être vigilant, c'est avec le donneur vivant jeune, c'est-à-dire 18 ans, 30 ans. Et je pense que le DFG, oui, il faut le prendre en considération. Il doit être supérieur à 90, mais il faut prendre ce patient en globalité, c'est-à-dire les autres critères pour valider le prélèvement. Parce que c'est un sujet jeune qui est exposé à des facteurs environnementaux exogènes. Et donc, le devenir de ce sujet jeune avec le temps, c'est un peu difficile, surtout avec les publications américaines, en particulier la publication d'Ibrahim, qui a montré, dans la population américaine, le risque de développer l'insuffisance rénale chronique terminale, la protéinurie qui va apparaître avec l'âge. Et donc, il y a un calculateur qu'il faut donc l'utiliser. Donc, il faut calculer le risque de développement et de dégradation de la fonction rénale avec l'âge. Et donc, il faut être sélectif avec le sujet jeune, c'est-à-dire il ne faut pas accepter une HTA, un prédiabète, l'IMC, le côté diététique. Donc, c'est des facteurs qu'il faut prendre en considération avant d'autoriser le prélèvement chez le sujet jeune. Voilà juste un complément. C'est bon, c'est bon. Non, mais c'est bon. Non, mais je suis d'accord avec toi, parce que là, un sujet jeune, là, lorsqu'on évalue, on a une photo là du patient. D'accord, Tariq? On a une photo du patient. Donc, bien sûr, on ne saura pas dans 15 ans est-ce qu'il va faire une obésité, est-ce qu'il va faire une hypertension. Donc là, ces patients-là, il faut absolument les suivre de près pour ne pas tomber dans ces risques-là.
Et bien sûr, tu as vu que le fait de donner le rein, si on compare un petit peu à un individu qui est bien, on va dire en bonne santé, il y a un risque d'avoir une insuffisance rénale chronique terminale après. Donc bien sûr, ces patients-là, il faut toujours une éducation thérapeutique convenable. Il ne faut pas les perdre de vue pour ne pas tomber dans ces risques-là. Oui, c'est là. Tu veux... Tout à fait, oui. On a vu un petit peu lorsqu'on a un donneur âgé, le greffon, il est moins, c'est-à-dire sa survie, elle est beaucoup moindre par rapport à un donneur jeune vivant. Bien sûr, la survie, elle est beaucoup mieux par rapport à un donneur cadavérique, même si le patient il est âgé, mais la survie, bien sûr, elle est beaucoup moindre. Merci Idriss. Nous avons un premier souci, c'est notre capacité de mesurer le DFG. Pour le moment, nous n'avons que la clairance urinaire créatinine. Donc on attend que USMIN, parce que nous l'a promis de développer l'IOXOL, mais je pense qu'on doit absolument travailler sur la mesure DFG. Donc on a ce premier souci-là. Le deuxième souci, on s'est déjà réunis il y a 4 ans sur l'histoire du surrisque après les 2 publications, on s'est réunis d'ailleurs chez Inès. Donc sur ça, et on s'est très bien mis d'accord que ces deux études ne correspondent absolument pas à la pratique de la greffe, ni en Europe, ni au Maroc. Mais par contre, à titre de précaution, on a dit qu'on allait être très vigilant sur les âges jeunes parce que nous n'avions pas d'évidence très forte sur le niveau de son DFG. Et on s'est mis d'accord tous les universitaires qu'on fera très attention chez la femme, tant qu'il n'a pas eu de grossesse, d'accord, de préserver sur le risque-là. Donc, moi, c'est personnellement pour l'histoire de la calibration, nous, on n'a pas la culture, j'allais dire comme on peut le trouver en Europe occidentale, c'est celui des donneurs vivants limites, qui se posent, par exemple, je sais pas, moi, je ne vais pas parler en nom de mes collègues français, mais ce sont les couples autour de 70 ans, le conjoint donne à l'autre, etc. On n'est absolument pas dans ce scénario. On est beaucoup plus sur parfois des donneurs jeunes et on a le souci là. Et on a dit qu'on fasse très attention, surtout par les jeunes, parce que comme tu l'as très bien dit, avoir 90, même 95 chez un jeune, ce n'est absolument pas une garantie qu'il n'y ait pas de maladie rénale sous-jacente. Et qu'il fallait faire très attention, d'accord, notamment... Alors maintenant, ce qu'ils écrivent comme facteur de risque, pour nous, c'est des critères d'exclusion dedans, déjà. Donc on n'est pas dans la même pratique. Et j'étais même avec les collègues du CADIGO, le calculateur qui était proposé, ça a été proposé par les Américains sur la base de l'étude américaine. Qui, eux, le donneur vivant, le fait avec des facteurs de risque. On pouvait même être, j'allais dire, hypertendu, on pouvait avoir un petit albuminurie, il faisait des dons. Donc on n'est pas dans la même pratique, et donc il faut qu'on fasse attention. De ne pas, j'allais dire, avoir la même réflexion qu'il y a eu cette étude, ce qui est, bon, il y a les collègues ici, François, connaît très bien ce sujet du don chez le vivant. On n'est pas dans la même démarche, mais s'il y a quelque chose sur lequel on devrait travailler, c'est essentiellement la mesure du DFG. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est Mohamed. Mais moi, j'ai un petit peu anticipé la chose. J'ai contacté tous les centres de radio nucléaire pour voir si on peut avoir un seul centre au Maroc qui peut nous faire ça et qu'on centralise un petit peu. Parce que ce n'est pas normal, jusqu'à présent, on évalue le début de filtration glomérulaire par de la créatinine. Malheureusement, même la cystatine, j'ai essayé de voir un petit peu pour la biochimie pour qu'il la fasse, malheureusement, il ne la fait pas. Mais ce n'est pas normal, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on change ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ce n'est pas normal que jusqu'à présent, en 2018-2019, on évalue encore le début de filtration par la créatinine. D'autant plus qu'on estime, on ne mesure même pas. Oui. Oppenheimer, Barcelone. Je m'excuse de mon français. I was speaking English for me. It's more easy. I completely agree with the question that the younger the potential donor, the more strict should be to accept them. The question is that when we are advising our potential donors, if we speak about you have 10 times, 20 times additional risk of chronic renal failure or cardiovascular events or so on,
this is a relative risk, and the absolute risk remains quite very low. And all these papers that are analyzing this relative risk, at the conclusion they say, okay, we need to emphasize this question, but at this moment we have no sufficient information to say that we have no go forward with living donation programs according to this information. I mean, because there's a great difference between relative risk, 10 times, 20 times, and absolute risk that is 0.1 or 1% risk of developing renal failure. So we must be also careful when we are advising our potential donors. Si j'ai bien compris un petit peu, c'est le risque lorsqu'on a un problème, c'est-à-dire il y a un risque relatif, le risque absolu, c'est ça? Ouais. Ce que le professeur Oppenheimer disait, c'est que, d'ailleurs moi que je suis dans la commission d'autorisation au tribunal, je l'explique très bien. Je parle de ces deux études, le risque relatif entre quelqu'un qui donne pas, il paraît important, et ça dépend bien sûr de l'âge, comme tu l'as bien écrit, etc. Mais si tu prends le risque absolu, c'est-à-dire combien, sur 10 000 donneurs, combien feront une IRCT? Il y en a 4. D'ailleurs, c'est l'information que nous donnons aux candidats qui viennent au tribunal. Si on prend 10 000 donneurs, 4 ils feront l'IRCT. Donc par rapport à s'ils ne le donnent pas, peut-être il y en aura 2. Si on prend 10 000 qui ne donnent pas, il y aura 2, enfin qui sont de le même profil, comme tu l'as très bien dit, médical, il y aura 2 qui feront une IRCT malgré qu'il n'est pas donné. Si sur 10 000 donnent, il y en aura 4. Donc le risque absolu par la communauté médicale, il est estimé qu'il est très faible, que ce n'est absolument pas doit être une raison pour décourager la pratique du don, ou bien au contraire. D'accord? Et avec toutes les limites qu'on avait dit sur les 2 études norvégiennes et américaines, qui sont absolument pas, ne correspondent pas à la pratique du prélèvement et du don, que ce soit en Europe occidentale ou dans le cas du Maroc. Voilà, il y a une question là, une question là-bas, et puis on arrête parce qu'on est pris par le temps. Oui, merci Driss pour cette présentation. Je voulais faire la même réflexion sur l'âge, comme sur le patient de race noire. Vous voyez, l'âge, il a fallu qu'on discrimine un peu cette population suivant le DFG et l'âge. On commence à voir qu'effectivement, il y a parmi l'âge des patients qui ont un surrisque par rapport à d'autres. Et de la même manière, je crois qu'aussi sur les patients de race noire, il faudrait qu'il y ait cette discrimination parce que, justement, il y a des études qui ont montré que certains groupes, en particulier porteurs du gène APOL1, qui étaient plus exposés, qui avaient un surrisque par rapport à d'autres. Et donc, très souvent, malheureusement, surtout dans les études américaines, quand on ne fait pas cette étude-là, on dit gène de race noire et ensuite, en discriminant, on se rend compte un peu comme le risque absolu, le risque relatif, qu'effectivement, c'est important pour les candidats à la greffe qu'on puisse discriminer. Merci. Il y a une question là-bas, et puis professeur Hamdani, dernière question. Là-bas, il y a une question, non? Monsieur Hamdani. Et madame. Bien, moi, je voudrais juste revenir sur un point, Serpège, qui est très important, que nous sommes en train de vivre maintenant, puisqu'au fait, l'âge des patients dialysés augmente. Nous avons une moyenne d'âge qui augmente. Et puis, la problématique qui est posée, c'est effectivement la fonction rénale du donneur, mais également la différence d'âge entre le donneur et le receveur, particulièrement pour les receveurs âgés. Alors, si j'ai quelqu'un, et souvent nous avons cette situation, nous la vivons, c'est quelqu'un qui est jeune, 20, 25 ans, 30 ans, et qui est ramené par son père ou sa mère pour éventuellement un don. Quel que soit son DFG, moi ce patient, je le refuse si j'ai une différence d'âge assez importante et que je vois qu'il y a une espérance de vie éventuellement moins importante chez le receveur. Donc il y a tellement de paramètres à faire rentrer justement dans l'acceptation du don ou pas, en plus du DFG, qu'il faudrait peut-être qu'on se réunisse également une autre fois pour pouvoir justement discuter cela. Et deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que malheureusement, il y a 3 ou 4 ans, dans le colloque France-Maghreb, nous avons beaucoup insisté avec les gens du ministère pour mettre le registre des donneurs du rein au Maroc, pour pouvoir les suivre
et les suivre gratuitement, parce que surtout pour les malades qui n'ont pas de prise en charge. Et je pense qu'il faudrait relancer également cette idée au niveau du ministère pour avoir un registre des donneurs. Merci beaucoup. Professeur Rahou. Moi, je voulais juste rester pratique et je te pose une question, Driss. Est-ce que, et ça, c'est tout le monde, on est tous affrontés à ce genre de situation en consultation de pré-greffe, c'est que quand on a deux donneurs, le premier, c'est la fratrie, le frère, par exemple, ou la sœur de la trentaine, identique, et on a en même temps un des parents qui a 65 ans, alors avec une hypertension artérielle, donc je dirais le donneur un peu limite. Alors on hésite, est-ce qu'on prend le donneur idéal, sachant qu'il est jeune, ou est-ce qu'on prend le donneur limite, qui est quand même âgé? Moi, je prendrais celui qui est le plus motivé. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Non, mais c'est important parce que le fait d'avoir un frère qui voulait absolument donner et qu'on refuse, c'est un petit peu, même difficilement sur le plan psychologique. Moi, on est amené à avoir 2-3 donneurs en même temps. On leur dit, écoutez, vous allez chez vous, vous voyez un petit peu qui est le plus motivé d'entre vous. Et vous ramenez un seul. Parce que si on s'amuse à avoir un petit peu à évaluer le premier, deuxième, troisième, ça c'est pas. Donc on peut avoir un frère qui est plus motivé qu'une mère un petit peu peureuse. Donc on prend celui qui est plus motivé. Moi, je prendrais Serbèche. Moi, je prendrais le sujet âgé. Je fais la greffe. Peut-être que le rein tiendra. Et peut-être que 20 ans après ou 25 ans après, le malade aura besoin d'une deuxième greffe, je prendrai le deuxième. Mais madame, voilà. Madame Bahia, le fait de prendre, lorsqu'on est jeune à 35 ans, et le fait de prendre un greffon d'un donneur de 65 ans qui est hypertendu, qui a pas mal de comorbidité, je ne pense pas que son greffon va résister, ça peut marcher. Va résister 20 ans. Ça peut marcher. Ah. Oui. Bien. Ben, merci beaucoup, hein, ça a été très bien. Merci beaucoup, professeur Bech.